Bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue. Nous sommes ravis de vous accueillir ce soir pour parler de la classe autonome dans ce nouveau rendez-vous Hachette Technique. Nous allons attendre que tout le monde se soit connecté et puis nous commencerons dans 1 ou 2 minutes cette visioconférence. Alors, en attendant que tout le monde se connecte, je vous propose de vous expliquer rapidement comment cette visioconférence va se dérouler. Bonsoir à tous. Merci d'utiliser, voilà, vous utilisez déjà le chat, c'est une très bonne idée. Donc, on est dans un environnement Teams que vous connaissez peut-être. Vos caméras et vos micros sont coupés, mais vous pouvez tout à fait interagir avec nous à travers le chat, dans la petite bulle conversation qui est en haut de l'écran, probablement pour la plupart d'entre vous. C'est une visioconférence qui va durer environ 1 heure et on fera en sorte qu'elle ne déborde pas pour que vous puissiez être libérés. Juline, qui est avec nous ce soir, va vous parler pendant à peu près 40 minutes et on se garde ensuite 20 minutes pour les échanges. Donc n'hésitez pas à poser au fur et à mesure toutes vos questions dans le chat et on les reprendra une par une ensuite, voilà, à la fin de la présentation de Juline. Je vois que des personnes se connectent encore. On attend encore 1 ou 2 minutes. Et puis on va commencer. Vous êtes nombreux ce soir. On est très heureux de vous accueillir. Voilà, donc je pense qu'on va commencer. Les uns et les autres vont nous rejoindre. Ce soir, voilà, on va parler de la classe autonome. On avait vraiment envie de partager avec vous une nouvelle pédagogie qui fonctionne très bien avec les élèves de Juline et notamment en CAP. Et cette pédagogie s'appelle la classe autonome. Et cette classe autonome, c'est une pédagogie mise au point par Juline Anquetin-Rault, qui est avec nous ce soir. Bonsoir Juline. Bonsoir. Donc Juline va se présenter tout à l'heure à vous, mais voilà, ce que je peux déjà vous en dire, c'est que Juline est une enseignante passionnée qui a cherché pendant des années à impliquer ses élèves en CFA, en CAP, en histoire-géographie. Elle s'est appuyée sur de multiples inspirations, sur son expérience d'enseignante, sur sa connaissance de ses élèves, et elle a développé cette classe autonome. Donc, on est très heureux de partager cette découverte qui viendra peut-être enrichir votre propre pratique. Et voilà, la visioconférence va commencer. Je vais vous faire un tout petit point sur le programme et puis je vous laisse entre les mains de Juline. Donc voilà, ce soir, Juline va pouvoir se présenter et nous expliquer comment lui est venue cette idée de la classe autonome, comment tout ça est arrivé, quel était le cahier des charges qu'elle s'était fixé, Et je ne les vois qu'une fois toutes les 3 semaines. concrètement, comment ça fonctionne en classe avec les groupes d'élèves. Voilà, on va parler de division du temps, le plan de travail pour l'enseignant, pour les élèves et la façon dont le professeur devient un guide dans cette pédagogie. Et puis, on prendra ensuite vos questions, bien sûr. Je vous laisse entre les mains de Juline. Je vous souhaite une très belle visio et je vous retrouve tout à l'heure. Merci beaucoup, Bénédicte pour Je cette, t'en prie. présentation. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Donc on va parler, pédagogie et donc la pédagogie de la classe autonome. Heu, Salomé, tu peux passer la diapo suivante. Ne vous inquiétez pas, je ne parle pas à quelqu'un d'imaginaire, c'est parce que je n'ai pas la main sur, mon diaporama. Donc effectivement, je m'appelle Juline Anquetin-Roche, je suis professeure maintenant depuis presque 14 ans. Et ça fait 7 ans que je travaille en CFA. Donc, vous avez sur la photo de droite, c'est ma salle de classe au CFA Simone Veil de Rouen, où je suis professeure d'éducation civique, d'histoire et de géographie, avec des élèves de CAP et de BP. Et moi, j'ai principalement les métiers de bouche, donc boucher, boulanger, charcutier, pâtissier, traiteur, poissonnier et fleuriste. Voilà. Et puis sur la photo de gauche, vous avez mon agence de soutien scolaire parce que je suis aussi professeure de soutien scolaire depuis presque 15 ans, dans l'agence que j'ai créée où je travaille seule, où je suis d'ailleurs actuellement. Et cette méthode que je vais vous présenter, la classe autonome, elle a été aussi inspirée de mon travail, en tant que professeure de soutien scolaire. Donc j'accueille à peu près 70 élèves par an de la 6e à la terminale, en mathématiques, en philosophie, en français, en méthodologie, technique de mémorisation, apprendre à apprendre, apprendre à prendre des notes, et cetera. Et l'année dernière, j'ai vécu une aventure assez incroyable puisque la
l'intégralité de mon travail, a été reconnue par la fondation Varkey qui se trouve à Londres, et j'ai été parmi les 10 finalistes à travers le monde en lice pour recevoir le Global Teacher Prize, qui est, l'équivalent du prix Nobel pour les enseignants, et c'est ma collègue et amie, Keshia aux États-Unis qui a remporté ce prix l'année dernière, et ça a permis de donner une voix et une tribune pour parler de pédagogie et parler de la pédagogie de la classe autonome. Salomé, tu peux passer, la diapo suivante. Donc d'où elle me vient, cette idée de classe autonome, en fait, c'est que, bah, j'enseigne donc dans 2 endroits vraiment différents, hein, dans ma classe d'histoire-géographie et en soutien scolaire, et il y a à peu près 4-5 ans, je me suis vraiment posé la question, je me suis dit: «C'est vraiment très étrange, je suis le même professeur, j'enseigne de la même façon et j'ai 2 résultats vraiment très différents». C'est-à-dire que mes élèves de soutien scolaire progressaient bien plus vite que mes élèves dans mes classes, et pourtant, c'était dans mes classes que je mettais le plus d'énergie, que je m'impliquais le plus pour essayer de trouver, des choses pour intéresser mes élèves de CAP à l'histoire-géographie, et juste en posant cette question, en mettant des mots dessus, en la disant, à haute voix, je me suis dit: «Mais non, en fait, je suis pas du tout le même professeur, mais pas du tout. J'enseigne pas du tout de la même façon», parce que dans mon agence de soutien scolaire, bah, je ne fais pas de cours, puisque j'accueille 5 élèves, comme vous voyez là sur la photo de gauche, 5 élèves en même temps qui font des matières différentes. Là, sur cette photo, on a, Vincent qui fait des mathématiques en 4e, Nora qui fait, de la philosophie en terminale, et l'élève de devant, elle fait, du français en 1re. Donc il ne peut pas faire de cours. Je prépare du matériel, je prépare, des ateliers, je prépare, des activités, des exercices, pour qu'il puisse ensuite faire seul, et je réduire son temps de parole à cela dans mes classes, mais je j'avais aucune idée de comment faire ça dans des classes de 30 élèves. Ça me paraissait très compliqué. Donc j'ai cherché sur internet, un après-midi d'automne, un dimanche après-midi, j'ai cherché des choses sur la pédagogie et comment je pouvais donner plus d'autonomie à mes élèves, et je suis tombée sur une vidéo, donc c'est la diapositive, suivante. Je suis tombée sur cette vidéo qui vraiment, moi, a changé ma vie. La conférence, TEDx de Céline Alvarez en 2014, dans l'Isère, et dans cette vidéo, elle pointe du doigt, des grandes difficultés, de l'éducation en France, et c'est pas elle, hein, qui le dit, elle fait appel à un, je crois que c'est un rapport, qui a été fait sur l'école, un rapport officiel, où elle dit que 40 des élèves sortent du primaire avec des lacunes vraiment importantes qui les empêcheront d'avoir une scolarité normale ensuite, au collège. Moi, ça m'a profondément choquée, ça m'a touchée. Je me suis dit: 40, c'est énorme, il faut absolument faire quelque chose, contre ça, et cette pédagogie, qu'elle a mise en place, elle l'appuie en fait sur, les dernières découvertes en neurosciences. Donc c'est la diapositive, suivante. En fait, elle dit que les neurosciences ont montré qu'il y a 4 grands piliers de comment apprend un cerveau humain, et en cherchant un petit peu, j'ai trouvé, où elle avait pris, ces 4 piliers. Ce sont les travaux de Stanislas Dehaene, qui est professeur au Collège de France et qui est un neuroscientifique français, reconnu, et il dit: «Voilà, un cerveau humain, ça apprend de 4 façons. 1, il faut être attentif. 2, il faut être engagé activement. 3, il faut recevoir un retour immédiat d'information, c'est ce qui permet au cerveau de comprendre l'erreur et d'apprendre. Et 4, il faut consolider. Il ne faut pas hésiter à répéter, refaire plusieurs fois les mêmes choses pour consolider». Eh bien, ma classe autonome, elle est, fondée entièrement sur ces 4 piliers. Donc la diapo suivante, j'ai cherché comment elle faisait, et donc j'ai vu ce qu'elle avait fait dans son école maternelle à Gennevilliers. Ce qui m'a beaucoup intéressée, c'est que donc elle travaille vraiment dans un quartier, défavorisé. C'était par rapport au plan violence qui avait été mis en place à l'époque, et je vous invite vraiment à regarder ces vidéos, hein. Vous tapez sur YouTube Céline Alvarez, Gennevilliers maternelle, c'est bluffant ce qui s'est passé dans cette classe pendant 3 ans, où elle a eu carte blanche de l'éducation nationale pour tester, une nouvelle façon d'apprendre, une nouvelle méthode, et on voit les élèves, mais on voit aussi, il y a beaucoup, vous pouvez trouver sur YouTube, il y a beaucoup de témoignages de parents qui expliquent comment leur enfant a été, métamorphosé par cette, méthode, et je me suis dit: «Oh, c'est génial». Ça m'a vraiment, obsédée, obnubilée. Je me suis dit: «Est-ce que quelqu'un l'a déjà pensé, pour des adolescents? Est-ce que c'est faisable? Est-ce qu'on peut l'adapter, cette méthode-là, pour des adolescents?»
Donc en fouillant un petit peu, en fait, c'est les diapos suivantes, je me suis rendu compte qu'elle s'était, inspirée que son travail, il était fortement inspiré de tout ce qu'avait fait Maria Montessori. Donc c'est voilà, le travail de Maria Montessori. Donc j'ai regardé un petit peu ce qu'avait fait Maria Montessori. Et puis, à l'époque où j'ai commencé à chercher tout ça, le film est sorti, Le Maître et l'enfant, qui montre vraiment comment fonctionne une école Montessori concrètement, de l'intérieur. Parce que j'avais beau lire des choses, je voulais voir, mais comment ça se passe? Moi qui étais enseignante, je voulais voir, mais que fait l'enseignant? Qu'est-ce qu'il donne exactement aux élèves? Comment il la voit que les élèves ont compris? Et donc, on voit tout ça dans ce film. Et vraiment, si vous voulez faire de la classe autonome, je vous conseille ce film. C'est ce qui m'a le plus inspiré, Le Maître et l'enfant. C'est vraiment magnifique. Et puis ensuite, quand j'ai cherché comment on pouvait l'adapter à des adolescents, bah, j'ai trouvé les travaux de Sylvie Desclèves, qui est la une. Donc ils ont un plan de travail, monter vraiment un collège Montessori et un lycée Montessori, et j'ai eu la joie de la rencontrer récemment et de pouvoir lui dire, toute l'importance qu'elle avait eue dans mon cheminement intellectuel. Donc c'est elle qui m'a donné l'idée des plans de travail notamment dont je vais vous parler, après dans le fond, avec des ateliers diapositive, suivante, merci, Salomé. Donc, moi, ce que j'ai voulu tester en premier, ce que j'avais vu dans les maternelles, Montessori, c'était, comment la manipulation faisait apprendre. Et donc avant de commencer à créer ma classe autonome, j'ai demandé à mon établissement si on pouvait acheter les puzzles Montessori, pour la géographie, et j'ai fait apprendre, mes élèves, avec ces puzzles, et vraiment des classes, diverses et variées, des élèves, divers et variés. Ici, ce sont 2 apprentis boulangers, donc je veux bien que tu lances, la vidéo. La Mongolie, la Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, le Japon, l'Indonésie, l'Indonésie, Malaisie, Malaisie, Brunei, Malaisie. Donc on voit que les élèves, je les ai fait, je pense qu'ils ont travaillé avec le On a le puzzle pendant Vietnam, peut-être 15 minutes, on a l'Arabie 15-20 Saoudite, minutes, on a l'Oran, on a le Yémen, et par la on a la manipulation, ils Turquie, sont capables d'apprendre les on a l'Irak, pays on a la d'un Syrie. continent entier. Des élèves qui d'habitude sont en grande difficulté. Et déjà, eux étaient hyper fiers d'avoir réussi ça, donc c'est pour ça on les a filmés. Heu et moi, tout de suite, ça m'a bluffée. Je me suis dit: «Il se passe quelque chose dans le cerveau par la manipulation, il faut absolument mettre de la manipulation, dans ce projet pédagogique qu'on veut, créer». Donc la diapositive, suivante, ça a été à un moment donné, d'écrire, de poser sur le papier, qu'est-ce que je voulais dans cette classe autonome? Qu'est-ce qu'elle devait respecter? Un cahier des charges. Donc on peut cliquer sur la première, voilà. La première chose, je voulais absolument de la manipulation parce que j'avais la preuve que vraiment ça fonctionnait sur les élèves, et pourtant ces puzzles Montessori, normalement, ils sont dans des maternelles, hein, ou dans des classes de primaire. Moi, je les ai utilisés pour des élèves qui ont 17-18 ans, et ça a fonctionné, vraiment très, très bien. Donc je voulais absolument de la manipulation. Il fallait absolument qu'il y ait de l'autocorrection. Parce que dans une classe de 30, c'est la chose la plus importante si on veut faire de la classe autonome et si on veut que les élèves travaillent en autonomie, il faut absolument qu'ils aient l'autocorrection, parce que vous ne pourrez pas corriger, 10 exercices différents qui vous arrivent de 30 élèves différents, c'est impossible. Donc tout le matériel doit absolument être autocorrectif, et ça répond au pilier de Stanislas Dehaene qui dit qu'il faut un retour immédiat d'information, pour apprendre. La troisième chose, c'est que je voulais absolument qu'ils aient de la liberté, comme on a dans la maternelle Montessori, comme on voit dans le film Le Maître et l'enfant. Donc je voulais qu'ils puissent se lever et qu'ils puissent choisir de travailler sur ce qu'ils voulaient, heu, dans l'ordre qu'ils voulaient, avec qui ils voulaient, qu'ils puissent vraiment avoir cette sensation de liberté. On va voir ensuite que c'est une fausse liberté, hein. C'est une fausse sensation parce que, ils sont obligés de faire tous les ateliers qui sont sur leur plan de travail, mais de leur donner cette sensation de liberté, ça a tout changé. Moi, pour mes élèves, ça a tout changé. La quatrième chose, c'était que j'avais des programmes à suivre, donc je pouvais pas non plus faire n'importe quoi. Il fallait que je respecte les référentiels et le programme de CAP, et que je construise tout mon matériel en fonction du programme de CAP. La 5e chose, c'était qu'il fallait absolument que je leur enseigne aussi la méthodologie, c'est-à-dire que mes élèves, ils passent l'épreuve de CAP, histoire-géographie en ponctuel et non pas en CCF. Donc
Il fallait absolument leur apprendre la bonne, méthodologie et ça devait aussi être dans la classe autonome. Ça ne pouvait pas être que de la manipulation et du ludique. Il y avait aussi à mettre en place des ateliers pour apprendre la méthodologie. L'autre point, c'était que je les formais pour aussi aller à un examen. Donc je ne pouvais pas que faire des exercices de jeu de manipulation dans une classe, comme dans les classes, Montessori. Il fallait aussi que je les prépare à l'examen et que tous les ateliers que j'allais créer aient quelque part, une visée, vers leur examen. Et le point suivant, c'était le critère du temps, en fait. C'est-à-dire que, bah, moi, j'ai 1 heure, 30, 1 heure 35, 2 fois par semaine avec mes CAP et je ne les vois qu'une fois toutes les 3 semaines. Donc en gros, sur une année, j'ai 22 séances, pardon, 22 séances d'1 heure 35. Donc il fallait rentrer tout ce cahier des charges dans ce nombre d'heures et à l'intérieur, il fallait aussi mettre, bah, les temps des évaluations. Il fallait aussi mettre le temps de préparation des oraux blancs, des examens, de la préparation, d'explication de l'épreuve de l'examen, et cetera. Donc tout ça, je l'ai mis sur papier et c'est à partir de là que j'ai créé, une classe pilote qui a été testée sur 6 classes différentes de CAP. Donc comment ça fonctionne cette classe qu'on a décidé ensuite de baptiser classe autonome? Le fonctionnement, donc la première chose, c'est qu'on a toujours du cours. Hein, on n'est pas passé complètement sur un modèle Montessori, hein, on s'est librement inspiré de Montessori. On a toujours ce cours magistral, parce que c'est important, parce qu'il y a des choses qu'on a besoin de dire, qu'on a besoin d'expliquer, que les élèves ont besoin d'entendre aussi de notre bouche. Donc le cours magistral existe toujours, mais il ne représente que 25 du temps. C'est un quart seulement du temps de cours qui est consacré au professeur qui est devant sa classe et qui parle à son groupe classe dans son entièreté. Et ça, c'est important et c'est peut-être le plus difficile au début, quand on se lance dans la classe autonome, c'est de réduire son temps de parole à un quart. C'est vraiment pas évident au départ, mais il faut absolument s'y tenir et c'est pour ça que dans ma classe, moi, j'ai des responsables du temps, j'ai que vous pouvez mettre et quand ça arrive à 20 minutes, ils me disent: «Stop, j'ai plus le droit de parler» et je suis obligée de m'y tenir parce que sinon, si je dis: «Ah non, non, j'ai encore des choses à dire», je perds toute, crédibilité. La deuxième chose, c'est la vérification. Donc c'est le deuxième temps, ça dure à peu près 15 du temps et c'est un petit quiz pour vérifier que ce qu'on vient de faire en cours magistral, eh bien, c'est OK, c'est acquis et vous le comprenez, ça vient toucher le pilier sur le retour immédiat d'information et sur la consolidation. Ça consolide ce qu'on vient de voir et ça permet de répéter, de vérifier que tout le monde a bien, ancré, les connaissances et ensuite la période la plus importante, c'est le temps des ateliers et c'est le moment où ils sont en autonomie et c'est 50 du temps. C'est pour ça qu'on a décidé de baptiser, cette méthode la classe autonome parce que 50 du temps, les élèves sont en autonomie. Donc ils ont un plan de travail avec des ateliers qu'ils font dans l'ordre qu'ils veulent, autant de fois qu'ils veulent, avec qui ils veulent. Ils peuvent totalement, si un atelier les embête, au bout de 5 minutes, le reposer et le refaire une prochaine fois. Ils ont vraiment cette liberté. Quand ils ont fini un atelier, ils s'autocorrigent, et je vais vous montrer concrètement à quoi ça ressemble parce que pour le comprendre, il faut vraiment voir du concret. Donc c'est la diapositive suivante normalement si j'ai bonne mémoire, voilà. Donc il existe en fait différents matériaux, enfin différents types d'ateliers, on va dire, pour faire de la classe autonome. Donc ça, c'est cette photo, c'est le moment où j'ai commencé à fabriquer. Donc je faisais ça l'été, comme ça je ne gênais personne, dans la salle des profs parce que je prenais un peu d'espace, comme vous pouvez le voir et encore celle-là, elle est gentille. Donc la diapositive suivante, on a les différents types d'ateliers. Donc je pense que Salomé, on peut appuyer sur les autres, oui, parce que j'avais mis une animation, mais en fait, voilà. Donc en tout, il existe 20 types d'ateliers différents dans la classe autonome. Il y a vraiment de tout. Il y a des choses que vous connaissez, déjà, hein, bien sûr, les expériences, les études de documents, des exercices de rédaction, les mind maps, peut-être que vous en faites, déjà, les flashcards et cetera. Puis donc il y a des choses un petit peu nouvelles comme détourner les jeux, le confessionnal, qui est un moment, où l'élève et le professeur se retrouvent ensemble pour discuter,
du débrief du dernier contrôle, pour discuter d'une problématique qu'il a trouvée sur tel document, pour vérifier ensemble un document qui n'aurait pas été compris, et cetera. On a des ateliers qui sont de la création, où l'élève repart avec vraiment quelque chose à lui. On utilise de la vidéo, on peut utiliser aussi de la réalité virtuelle, mais ce n'est pas obligatoire, hein. On peut faire de la classe autonome sans avoir à chaque fois les 20 types, d'ateliers possibles. D'ailleurs, vous allez voir dans les chapitres que je vais vous pré dans le chapitre que je vais vous montrer, j'en utilise, peut-être, 8-10. Je n'utilise pas les 20 à chaque fois, sinon j'ai des chapitres qui sont bien trop longs. Donc voilà un peu les types d'ateliers qui existent. Donc, la première phase, 25 du temps, c'est notre phase de cours. Donc, voilà à quoi ressemble un de mes cours, hein. Donc, c'est un cours polycopié, hein, que je donne aux élèves, qui est écrit, hein. Ça évite le problème de la prise de notes, le problème, que peuvent avoir les élèves qui sont, dyslexiques, dysgraphiques, dysorthographiques, par exemple. Et on voit qu'il y a des choses à remplir, hein. Il y a des petits trous, des textes à trous, et ça, c'est pour aller sur le premier pilier de Stanislas Dehaene, qui est être attentif. Ils sont obligés d'être attentifs à ce que je dis, même s'ils ont un cours polycopié, parce qu'ils doivent suivre et remplir au fur et à mesure cette phase de cours. Donc, il y a un cours papier, il y a un diaporama dans la salle de classe. Je pose des questions à la classe entière. Ils lèvent la main, ils répondent. On peut passer des petites vidéos, on peut faire des petits exercices en classe entière. Mais voilà, ça ne dure que 25 du temps. Ça ressemble à ça. Les petits dés, je le dis avant qu'il y ait des questions dessus, les petits dés verts, ce sont simplement les diapos. Comme ça, l'élève qui n'a pas tout compris ou qui était absent peut totalement retrouver le cours sur internet et retrouver les diapos qui correspondent. Et puis les petits A rouges, ce sont les ateliers. C'est-à-dire que, je n'ai pas approfondi dans la partie cours parce que ça va être approfondi dans la partie atelier. Donc voilà, ça ressemble à ça, la partie cours, hein. C'est tout à fait, classique, hein. Là, pour le coup, j'ai rien inventé. Ensuite, la diapo suivante, c'est, la diapo suivante, ça doit être le quiz, je crois, Salomé. Ouais, c'est ça. Donc la phase 2, 15 du temps, c'est l'évaluation pour permettre l'ancrage. Donc voilà à quoi ça ressemble. Moi, je le fais sur des petits quiz, numériques, mais c'est pas du tout obligatoire. On peut faire de la classe autonome sans avoir, de connexion internet, hein. Donc pendant des années, je l'ai fait sur une feuille de papier. C'était 5 questions, 5 minutes, 5 points. Maintenant, je le fais avec le numérique parce que, les élèves déjà aiment beaucoup. Ils réclament même des évaluations avec ça. Et puis surtout, je gagne en temps de correction. Parce qu'avec le numérique, ça se corrige automatiquement et ça me donne les notes automatiques. Et tout ce temps que je gagne, eh bien, je vais le mettre dans ma fabrication de mon matériel. Donc voilà, on a fait un cours sur le chapitre d'histoire sur la construction européenne. Et ils vont avoir des QCM, lequel de ces pays ne fait pas partie de l'Union européenne, des vrais faux, des questions plus ouvertes. Souvent, c'est 5, 7 questions maximum pour que ça dure vraiment seulement les 15% du temps. Et une fois qu'on a fait cette phase d'évaluation, d'ancrage avec tout le monde, et bien là, on va passer à la phase d'autonomie, les 50 du temps en autonomie. Donc voilà, ça ressemble à ça, une classe autonome. Ils ont simplement une feuille, c'est un plan de travail, et ils ont tous les ateliers A, B, C, D, etc. Et ils ont le titre de l'atelier, apprendre les dates, les institutions européennes, etc. Et à côté, dans les parenthèses, c'est le type d'atelier. Qu'est-ce que c'est parmi les 20? Comme ça, ils savent, est-ce que c'est de la manipulation? Est-ce que c'est de la vidéo? Est-ce que c'est une planche, effaçable? Est-ce que c'est un quiz sur le téléphone? Voilà, ils savent ce que c'est. Et ils ont, le chapitre que je fais sur l'Union européenne, il dure 3 cours, donc 3 fois 1h35. Et ils ont les 3 cours pour faire tout. Donc c'est à eux de gérer leur temps. Et donc moi, c'est 45 minutes où ils font les ateliers. Ils se lèvent et ils vont chercher la pochette dans laquelle est écrite la consigne. Et ils vont chercher le matériel dont ils ont besoin et ils font l'atelier. Bon, par exemple, le B, les institutions, européennes, eh bien, ils ont une vidéo. C'est la vidéo de
de Jamy, vous savez, qui explique, très rapidement et simplement, comment fonctionne l'Union européenne et eux, ils ont une feuille avec des petites questions sur cette vidéo. Ils regardent la vidéo et ils répondent aux questions et comme ils ont le temps qu'ils veulent pour le faire, ils peuvent mettre pause, ils peuvent s'arrêter, ils peuvent revenir en arrière, ils peuvent, le faire à plusieurs, regarder sur, un seul téléphone, par exemple, la vidéo et que quand ils ont fini, eh bien, ils ont un classeur de correction. Puisque je vous ai dit, tout le matériel doit être autocorrectif, c'est vraiment l'élément fondamental de la classe autonome. Ils ont un classeur de correction dans lequel il y a la correction de ce chapitre-là, de cet atelier-là. Ils vont regarder la correction, ils se corrigent, et ensuite ils viennent me voir à mon bureau. Ils me disent, voilà, madame, j'ai fait l'atelier B sur les institutions européennes, j'ai fait 3 erreurs. Et moi, je tamponne en fait ici vous voyez sur la droite, la date et appréciation. Dans les appréciations, c'est moi en fait, je tamponne, je dis: «OK, cet atelier, il est très bien fait» ou «Il est bien» ou peut-être il y a encore un petit effort, peut-être qu'il faudra le revoir la prochaine fois et je tamponne comme ça au fur et à mesure tous les ateliers et ça n'a pas valeur de note, hein, c'est vraiment juste pour valider qu'ils font bien tous les ateliers et une fois qu'ils ont fini le B, eh bien, ils se concertent ensemble et disent: «Allez, qu'est-ce qu'on fait? Allez, on va faire le D, la carte de l'élargissement européen avec une planche effaçable». Donc la planche effaçable, c'est tout simple, hein, c'est une carte qui est imprimée sur, vous savez, on avait des rétroprojecteurs jadis, avant les vidéoprojecteurs et on utilisait des transparents. Eh bien, c'est ça, ça se vend toujours. Donc j'ai acheté des transparents et on a imprimé les cartes, les schémas, tout dessus et les élèves peuvent écrire, refaire la carte de l'élargissement européen, donc les pays qui sont rentrés en 1957, les pays qui sont rentrés en 73 et puis en 81, en 86 et cetera. Ils mettent les couleurs et ils peuvent refaire la carte autant de fois qu'ils veulent et donc là, on est dans la consolidation et on est bien sûr dans le fait d'être engagé activement, puisque l'élève choisit l'atelier qu'il va le faire, il va le faire sérieusement. Il choisit de le faire avec ses camarades ou de le faire seul, donc il est aussi dans un environnement où il se sent à l'aise pour faire ses ateliers. Ça, c'est très, très important. Donc voilà à quoi ça ressemble le plan de travail. Ils valident tout et à la fin des 3 séances, eh bien, ils ont eu le temps normalement de tout faire. Et le chapitre est fini et on passe ensuite à la séance d'après, à une évaluation, tout ce qu'il y a de plus classique, un devoir sur table écrit, qui reprend, toutes les choses importantes du référentiel et tout ce qu'on a vu dans les ateliers. Donc là, je vous ai mis des exemples, pour que vous voyez à quoi ça ressemble, les ateliers. Donc là, voilà, c'est totalement, l'exemple de la vidéo. Ils ont le flashcode pour avoir accès, d'être attentifs à ce que je dis, le QR code et ensuite ils remplissent les questions. Donc il peut y avoir, un tableau à remplir, des questions, toutes simples. Ils remplissent, à la fin, vous voyez, il y a une question, quelle est la mission d'origine, de l'Union européenne? Voilà, ils le remplissent et ensuite ils vont s'autocorriger. Et j'ai fait également des codes couleurs pour les chapitres parce qu'au bout d'un moment, ça faisait beaucoup de feuilles. Il y avait beaucoup de feuilles, donc chaque chapitre a un code couleur, tous les ateliers sont de la même couleur et comme ça, ils rangent dans leur pochette après et si jamais la pochette, s'éventre, au milieu du CFA, eh bien, ils pourront retrouver dans quel chapitre va, cet atelier. Et à côté, vous avez un exemple de ce que c'est qu'une flashcard. Parce que moi-même, il y a quelques années, je ne savais pas ce que c'était quand on a commencé à me parler de flashcards. Ici, c'est donc toujours sur l'Union européenne. En fait, c'est une flashcard ici qu'on peut moi j'estime qu'il y a 2 types de que j'appelle flashcards. C'est-à-dire les flashcards qu'on peut retourner, c'est-à-dire que d'un côté, je vais vous mettre la photo de Churchill, mais je vais pas mettre le nom, je vais le mettre derrière ou la date et l'événement. Et ici, c'est des flashcards que j'ai appelées, dissociatives associatives. C'est-à-dire qu'en fait, je vais découper entre la photo et le Churchill, ça va me faire une étiquette Churchill et en haut la photo et l'élève va avoir toutes les étiquettes, Churchill, Mansholt, Monnet, Schuman et cetera. Il va devoir retrouver qui est qui et la deuxième, qui est à côté, qui est à droite, c'est celle qui est complète et qui lui permet de se corriger ensuite. Donc voilà en quoi tout le matériel est autocorrectif. Soit il l'est naturellement parce que c'est une flashcard et donc on a tout de suite la correction, soit c'est dans un classeur de correction, soit c'est, dans un quiz sur téléphone et donc la correction est directement, sur le téléphone. Mais vraiment j'insiste, la correction c'est le plus important. Alors ici, on a une vidéo qui montre la classe autonome, ce moment d'atelier, en vrai. Vous allez voir à quoi ça ressemble. On peut lancer la vidéo. Ça, c'est Churchill. Qui est à Berlin, ça. C'est le ministre anglais. Ouais, ministre anglais. Ouais. Attends. Ça, c'est 09.
Voilà, on voit des élèves qui ne font pas la même chose au même moment. Certains sont sur téléphone, regardent une vidéo, répondent à un quiz. Certains sont avec des flashcards. Là, on a un élève qui travaille sur les drapeaux, hein, donc il replante des drapeaux sur la carte. Ce sont les lieux de la guerre froide. On voit qu'il y a des élèves qui aiment travailler tout seuls. Par exemple, cet élève-là, il travaille tout le temps tout seul. On a des élèves qui travaillent ensemble. On a des élèves qui préfèrent l'émulation de travailler ensemble, se poser des questions sur les flashcards. Mais voilà, ça ressemble à ça. Et ça, c'est une classe de BP boucher et boulanger. Donc, c'est pas juste sur les CAP, on peut l'adapter à tout. Les petits dés verts, ce sont ça, à toute matière, la classe autonome. C'est simplement une philosophie pédagogique qui dit, je vais me mettre en retrait, je vais fabriquer le matériel, donc je suis dans le matériel que j'ai créé, et le matériel, c'est ça qui devient l'outil d'apprentissage, et l'élève apprend en manipulant, en touchant, en faisant par lui-même, en s'entraînant et en allant petit à petit, étape par étape, parce qu'on fait aussi de la méthodologie. On peut mettre aussi de la méthodologie dans des ateliers de classe autonome, apprendre à reconnaître un plan, apprendre à reconnaître les étapes d'une introduction. Donc ça s'adapte vraiment à toute matière et à tout niveau. Pour vous dire, là, dans une semaine, je vais former au Havre les formateurs du ministère de l'écologie sur le secrétariat d'État à la mer pour la police des pêches. Donc, ça s'adapte vraiment à tout. Là, je forme des enseignants dans les lycées agricoles, des lycées horticoles, sur de l'horticulture, des profs qui sont paysagistes, des profs sur Internet, et retrouver les diapos. Enfin, ça s'adapte vraiment à beaucoup, beaucoup de matières, puisque vous mettez ce que vous voulez en fait dans vos ateliers. C'est ça qui est super. Si vous voulez mettre des choses très exigeantes, vous pouvez mettre des choses très exigeantes. Si vous voulez mettre des choses plus ludiques à certains moments, vous pouvez. Donc, pendant cette phase-là où on voit les élèves travailler seuls, vraiment en autonomie, quel est le rôle de l'enseignant? Eh bien, il est quadruple. Ce rôle. La première chose, c'est que comme je vous l'ai dit, je valide. C'est moi qui valide les ateliers, donc j'ai des petits tampons, hein, et je tamponne. Est-ce que l'atelier c'est OK, ou c'est à revoir, ou c'est en cours d'acquisition. Donc déjà, je dois valider. Ensuite, comme tout le monde est en autonomie et que tout le monde travaille, eh bien, je peux me permettre d'aider et de guider les élèves qui ont le plus de mal et qui ont vraiment besoin de l'enseignant à ce moment-là, réexpliquer une consigne, redonner consigne plus claire ou autrement parfois quand l'élève a plus de mal, ou j'ai beaucoup moins d'élèves migrants dans mes classes qui des mineurs isolés qui ne parlent pas encore très bien le français, donc parfois leur réexpliquer les consignes. Le troisième rôle, il est bien sûr dans l'observation, en fait. C'est-à-dire que j'ai beaucoup gagné à observer mes classes pendant le moment où ils étaient en autonomie, parce que j'ai vu des choses que je ne voyais pas quand je faisais du cours magistral pendant 1 heure et demie. J'ai vu l'élève qui avait plus de mal, mais qui ne disait rien dans le fond de la classe. J'ai vu l'élève qui avait du mal à lire correctement le français, ou qui avait un gros problème de dyslexie. Et bien là, je le vois parce que je vois qu'il est bloqué sur un atelier. J'ai vu l'élève qui avait une âme de leader et qui avait envie de faire un groupe, de fédérer un groupe autour de lui. J'ai vu l'élève qui avait plein de bonnes idées, qui voulait surtout pas être le leader. Donc tout ça, vous allez le voir, et ça va vous permettre de voir vraiment beaucoup d'autres choses, d'avoir un regard autre sur votre classe et sur vos élèves. Et puis enfin, le professeur, il est très important dans une classe autonome. Il ne faut pas croire qu'on peut l'enlever parce qu'ils sont en autonomie, surtout pas, parce que le professeur, il canalise. Il canalise le bruit, le mouvement dans la classe, parce que forcément, les élèves se lèvent, vont chercher du matériel, bougent, font des groupes, font pas la même chose en même temps, regardent des vidéos. Donc, il faut canaliser tout ça. Il faut donner l'impulsion, il faut donner le rythme, c'est-à-dire que le fait de valider entre chaque atelier, de dire à l'élève, c'est bien, continue, va faire un autre atelier, c'est très important. On ne les laisse pas 45 minutes comme ça, puis on sort de la classe et on revient au bout de 45 minutes. Il faut vraiment canaliser, impulser, aller chercher peut-être l'élève qui décroche un peu, ou celui qui n'a pas envie de faire aujourd'hui, se mettre à côté de lui et dire bah, viens, regarde, on fait l'atelier ensemble, etc. Donc il a un vrai rôle multiple, en fait, ici, l'enseignant dans cette classe autonome. Donc, le point essentiel, je vous l'ai dit plusieurs fois, mais vraiment, c'est très, très important. Il faut que tout le matériel soit autocorrectif. Donc voilà, c'est permis de passer de je sais le faire dans une agence de soutien scolaire à 5
à je sais le faire dans une classe de 30, 35, il serait 40, ça serait pareil. J'ai formé des enseignants en BTS là, qui font de la classe autonome dans des classes de 37 élèves, hein. 37 élèves. Et ça fonctionne très, très bien parce que voilà, tout le matériel est autocorrectif. Donc moi, je fais des classeurs de correction, mais vous pouvez totalement décider de mettre ça sur la plateforme de votre lycée, de votre école, de votre établissement, de mettre des QR codes, des liens, des choses avec des corrections. Je fais des quiz comme celui-là, par exemple, où la correction est tout de suite derrière et c'est important, hein, c'est le retour immédiat d'information. Et puis les flashcards, elles se corrigent, automatiquement. Vous avez la réponse d'un côté, la date et de l'autre côté, par exemple, je sais pas, 14, juillet 1789 et de l'autre côté, prise de la Bastille. L'élève va regarde la carte, se dit: «OK, 14 juillet 89, qu'est-ce que c'est? Je crois que c'est l'abolition de l'esclavage». Il retourne, il a tout de suite le retour immédiat d'information qu'il s'est trompé et il apprend comme ça et il se challenge les uns les autres. Donc voilà, tout le matériel est absolument, autocorrectif. Alors quels sont les points forts de cette méthode? Moi, vraiment, cette méthode, elle a tout changé pour moi, hein. Quand je l'ai vue fonctionner la première fois devant mes yeux, c'était aller vraiment au-delà de mes espérances. Je ne pensais pas que ça fonctionnerait aussi bien. J'ai été moi-même bluffée et même encore aujourd'hui, au bout de 4 ans, il m'arrive d'être bluffée encore par ma classe quand elle se met d'un seul coup au travail comme ça dans la classe autonome. Donc bien sûr, le 1er point fort, c'est l'élève, il va gagner, en autonomie. Le deuxième point, c'est que l'élève est beaucoup plus investi dans son travail parce qu'il choisit de faire l'atelier dans l'ordre qu'il veut et autant de fois qu'il veut, donc il est vraiment investi. Et c'est important, c'est l'engagement actif des piliers de Stanislas Dehaene. On a fait cette phase d'évaluation, c'est que l'élève est beaucoup plus concentré. Et ça, c'est ce qui frappe beaucoup les gens qui viennent, regarder la classe autonome de l'extérieur. Ils disent: «Mais c'est fou d'un seul coup comment ils se mettent au travail et ils sont hyper concentrés» et c'est le fait de leur laisser le temps de le faire comme ils le souhaitent. Il y a personne qui vient dire: «Faut le faire en 3 minutes, faut le faire en 5 minutes et après on corrige». Ils sont vraiment concentrés sur leur atelier. Ils sont tellement concentrés que quand la cloche, sonne pour signifier la fin des cours, j'ai des élèves qui râlent. Et je peux vous assurer que quand vous vivez ça une fois, vous vous dites: «Mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'il est en train de se passer dans cette classe?» Moi, j'ai vraiment et bien là, l'atelier qu'ils étaient en train de faire. Le 4e point, c'est que l'élève va à son rythme et donc c'est personnalisé pour lui. Donc il y a des élèves qui vont aller très vite, des élèves qui vont prendre plus de temps, des élèves qui vont aller vite sur certains ateliers et moins vite sur d'autres, et vraiment l'élève va à son rythme. Le pilier suivant, enfin le point fort suivant, c'est qu'avec cette méthode-là, je me suis rendu compte que mes élèves mémorisaient beaucoup mieux et retenaient beaucoup mieux. Ils avaient des bien meilleures notes, au contrôle et aux examens, sans réviser plus. Parce que moi, j'ai des élèves de CAP, je peux vous jurer que quand la semaine de CFA est finie, ils prennent la pochette, ils la posent dans le sac, ils ne la rouvrent pas pendant 2 semaines, pendant qu'ils sont en entreprise, hein. Donc quand ils reviennent, il fallait que je trouve un moyen vraiment que ça s'ancre beaucoup plus parce que je savais qu'ils ne révisaient pas. Le point fort suivant, c'est que l'élève peut travailler à son niveau. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez créer vos ateliers, rien ne vous empêche de créer des ateliers par niveau. Donc pour l'atelier B qu'on a vu par exemple avec la vidéo sur les institutions européennes, je peux totalement ne pas mettre les mêmes questions, selon les élèves. Moi, dans ma classe, j'ai 3 niveaux. J'ai, Phénix, Dragon et Sphinx. Et Phénix, c'est pour, mes élèves qui ont vraiment beaucoup de mal, où je vais faire des questions très fermées, très simples. Dragon, c'est la majorité de mes élèves, avec des questions un peu plus ouvertes. Et puis les Sphinx, c'est vraiment quand j'ai des élèves qui sortent de l'université, qui ont décidé un jour de devenir pâtissiers, qui se retrouvent dans ma classe et il faut que je les nourrisse aussi intellectuellement. Donc ils vont avoir des études de documents beaucoup plus poussées, beaucoup plus travaillées, beaucoup plus denses. Voilà, vous pouvez faire après des ateliers par niveau. À partir du moment où il y a l'autocorrection, ça fonctionnera. Le point fort suivant, c'est que l'élève apprend l'entraide aussi, parce ils travaillent, la grande majorité de mes élèves sont des, et cetera et ils ont le titre, ils aiment travailler ensemble, donc ils apprennent aussi à s'entraider, à s'expliquer les choses et parfois ils comprennent mieux quand ils s'expliquent les choses que quand moi j'explique les choses. Le point fort, suivant, c'est l'élève, j'arrive pas à le lire, la responsabilité, oui, c'est ça. L'élève apprend la responsabilité parce qu'ils doivent ranger le matériel, ils doivent,
ne pas l'abîmer puisqu'ils savent qu'il va servir à d'autres personnes. Et puis, tous les jours dans la classe, on a 4 responsables. Donc le temps déjà, mais on a aussi un responsable du matériel, un responsable des poubelles, de la propreté, un responsable des tables et des chaises, qui doit vérifier à la fin que tout est OK pour que la classe qui rentre à l'heure d'après, ça soit une classe dans laquelle on a envie de rentrer et qu'il n'y ait pas eu, une guerre des tranchées à l'intérieur. Parce que c'est du mouvement, hein, la classe autonome. Alors, c'est pas non plus, une baguette magique, hein. Il y a des points de vigilance, bien sûr, hein. C'est pas une méthode, parfaite et c'est une méthode parmi tant d'autres qui sont efficaces et qui existent, hein. Donc les points de vigilance, le 1er, bien sûr, c'est que l'autonomie, c'est pas efficace. Enfin, c'est pas efficace, c'est très efficace, mais c'est pas facile, pour tout le monde. C'est pas facile à acquérir pour tous les élèves. Et moi, je sais que j'ai eu des classes, notamment mes classes de CAP bouché, avec qui ça a été plus compliqué au début. Donc, j'ai adapté la classe autonome pour eux. Je les faisais moins se lever, je leur donnais directement le matériel, etc. Mais je les ai retrouvés il n'y a pas très longtemps et j'en ai beaucoup qui m'ont dit, mais on aimait vraiment beaucoup cette méthode. Le 2e point de vigilance, c'est le travail en groupe. Forcément, ils travaillent beaucoup en groupe, comme ce sont des adolescents. Et ça ne doit pas être la seule façon de faire. Donc, je leur mets bien sur les consignes qu'ils doivent aussi vérifier qu'ils savent l'un l'autre, donc s'interroger les uns les autres pour être sûr qu'à l'examen, ils savent faire. Je vous donne un exemple très concret. Dans les flashcards, il y avait un atelier, c'était un groupe de 3, il y avait des dates à apprendre, et j'en ai un qu'on a appris 7, l'autre 7 et l'autre 7. Voilà, et ça je leur ai dit non, c'est pas possible, vous devez apprendre les 21, parce qu'à l'examen, on peut vous les proposer, vous passez pas l'examen à 3, malheureusement. L'autre point de vigilance, c'est qu'aujourd'hui, mes consignes sont toutes à l'écrit et dans des pochettes. Et donc, ça peut être difficile pour mes élèves qui sont 10, qui ont des troubles de l'apprentissage. Donc, voilà, moi, je suis en train de réfléchir à faire des consignes audio, par exemple. C'est pas très compliqué à faire et ça permettrait à ces élèves-là. Donc, 3 fois 1h30, c'est vraiment dans l'autonomie. Et je crois qu'il y a un dernier point, je vous l'ai dit tout à l'heure, bien sûr, c'est qu'il faut gérer l'activité de la classe, il faut gérer le bruit, il faut gérer le mouvement. Et là, chaque professeur va gérer comme lui, il aime travailler, comme lui, il aime que sa classe soit bruyante ou silencieuse. Donc, c'est vraiment très personnel à chacun. Mais vous avez vu dans la vidéo, c'est assez silencieux, hein. J'ai une grosse classe de VP boulanger et boucher. D'ailleurs, on les voyait pas tous, parce qu'il y en avait qui étaient dans la cour pour faire tout. Donc, voilà, il faut gérer ça, il faut savoir que ça va générer du mouvement, que ça va sortir peut-être un petit peu d'une zone de confort, mais franchement, aujourd'hui, moi, ça fait 4 ans que je travaille en classe autonome, c'est du bonheur. Au quotidien, c'est vraiment du bonheur. La diapo suivante, ce sont les résultats, bien sûr. Moi, j'ai observé une augmentation des notes en moyenne de 30% sur les 6 classes avec qui on l'a testé la première année. C'était des classes de première année de CAP qui n'avaient jamais vu la classe autonome, qui ne me connaissaient pas. On a augmenté les moyennes vraiment de façon significative. Et en fin d'année, sur ces 6 classes, on a fait un sondage anonyme pour leur demander ce qu'ils pensaient de cette nouvelle classe pilote. Et on a 98% des élèves qui ont recommandé cette méthode. Moi, j'ai beaucoup d'élèves qui me disent depuis 4 ans, mais madame, pourquoi on n'a pas toujours appris comme ça? Mais pourquoi on ne fait pas ça dans toutes les matières? J'ai même un élève qui m'a dit un jour, mais si j'avais appris comme ça toute ma vie, mais j'aurais été excellent à l'école, j'aurais eu un autre parcours scolaire. Donc vraiment, ça leur plaît. Et quand je vais dans les établissements pour former les enseignants et que je vais voir les élèves ensuite dans ces établissements qui ne sont pas mes élèves, je ne les connais pas, hein, et que je leur demande comment ils trouvent la classe autonome, on retrouve ça, on retrouve vraiment les 98% des élèves qui apprécient cette méthode. Et surtout, là où moi, je suis vraiment bluffée, c'est que parmi les professeurs que j'ai formés depuis cette année et qui l'ont testé, j'ai 100% des professeurs qui y voient du positif. J'ai aucun professeur qui m'a dit « ça ne fonctionne pas ». J'ai des professeurs qui peuvent me dire moi, ça ne me convient pas, c'est pas ma façon de faire, je me sens pas à l'aise avec cette méthode » et ça, je l'entends totalement parce que c'est une proposition parmi d'autres. Mais j'ai aucun professeur qui l'a testé qui m'a dit ça ne fonctionne pas. Donc ça, c'est très, très encourageant pour la suite. Et puis, quand on demande l'avis aux élèves, vraiment comment ils se sentent en classe d'histoire-géographie, sachant que ce sont des élèves qui ne sont pas là du tout pour faire de l'histoire-géographie, qui ont un passif parfois très compliqué avec l'école, qui sont en CAP boucher, poissonnier, boulanger. Moi, j'ai presque 98% de mes élèves qui se sentent bien
dans cette classe et ça, c'est magnifique pour un enseignant de voir ça. Heu, Même l'élève qui avait répondu, «Je me sens mal», là, pareil, il y en avait un qui avait répondu, un ou une, c'est un sondage anonyme, qui avait répondu: «Je me sens mal». J'avais regardé c'est la fiche de la personne qui avait répondu ça et c'était pas du tout la classe autonome le problème, c'était vraiment la méthodologie de l'étude du document et cette personne disait que la classe autonome, au contraire, ça lui faisait du bien. Et je crois qu'on a l'avis voilà, on a l'avis des professeurs qui l'ont testé ensuite. J'en ai plein de témoignages d'enseignants, mais je vous en ai sélectionné 2, dont un qui m'a fait vraiment extrêmement plaisir, c'est celui de Patricia, qui m'a envoyé ce message il y a 3 semaines, je crois, qui m'a dit: «Voilà, je travaille quasiment plus qu'en classe autonome. Une fois qu'on y a goûté, c'est très difficile de faire marche arrière» et c'est vrai, moi j'ai beaucoup de mal, à travailler, à revenir sur d'anciens cours. Et elle m'a dit: «Depuis la formation, j'ai retrouvé du plaisir dans mon métier. J'étais à un stade de ma vie pro très compliqué et grâce à la classe autonome, j'ai pu rebondir, retrouver l'entrain et l'envie d'enseigner». Ça, c'est juste magnifique. Et puis on a Quentin, alors Patricia, c'est une prof vraiment que j'ai formée, personnellement et Quentin, c'est un professeur, qui a vu la classe autonome sur internet et qui s'est auto, formé, avec les vidéos que j'avais pu poster et Quentin, il est professeur au lycée. Et il est professeur d'histoire et il m'a dit: «Avec cette pédagogie, j'ai gagné 4 points sur les moyennes de toutes mes classes de seconde générale entre le premier et le deuxième trimestre». Il m'envoie régulièrement les copies de ses élèves, des photos des copies de ses élèves. Il me dit: «C'est juste un truc de fou». Les élèves sont super contents de venir, ils sont très motivés, ils progressent très, très vite, c'est c'est voilà, c'est juste incroyable. Là, j'ai encore vu hier une prof d'anglais que j'ai formée à Aurillac qui m'a envoyé, des vidéos de ce qui se passe dans sa classe autonome. C'est juste génial et elle me dit que les notes augmentent pour les élèves qui sont vraiment, engagés dans cette classe autonome, les notes, c'est assez bluffant. Donc voilà, la classe autonome, ça ressemble à ça. C'est une pédagogie, alternative parmi d'autres qui mélange, vous l'avez vu, plusieurs pédagogies, hein. C'est pas que du Montessori, c'est très librement inspiré de Montessori, mais aussi de Freinet, de mon intuition, moi, du terrain, de mon expérience. Il y a toujours du cours magistral parce que c'est important. Il y a toujours de l'exigence, il y a toujours un examen à passer à la fin de l'année avec des vrais outils à acquérir. Voilà. Merci beaucoup Juline, pour, cette très belle visio passionnante, absolument passionnante d'entendre, tout ce que tu arrives à mener en classe. Alors, il nous reste, un petit quart d'heure, pour, répondre aux questions-réponses. J'ai volontairement voilà, j'ai tout noté, c'est dans le fil de conversation. Si vous voulez, je vais en regrouper certaines et puis je vais te les soumettre, Juline. Donc, il y Et avait déjà une première série de questions assez simples sur, quel était l'outil, de quiz en ligne que tu recommandais. Voilà, il y a eu plusieurs fois cette question, donc on peut peut-être commencer par celle-là et puis après je te donne les autres. alors le quiz que je fais, ah oui, pour la phase de quiz, la phase numéro Oui, 2. oui, oui. Alors sur la phase numéro 2, moi j'utilise Kahoot, parce que ça on joue en instantané, avec toute la classe et ça, c'est vrai que les élèves aiment vraiment beaucoup. Heu, il y a WooClap aussi qui est très bien. Il y a Plickers, quand on n'a pas forcément, on veut pas que les élèves aient leur téléphone avec eux, on peut utiliser avec les QR codes, là, c'est très, très sympa ça. Moi, je l'ai testé en formation, c'était top. C'est les 3 que j'utilise le plus. Super. Est-ce que les élèves en difficulté peuvent demander de l'aide à d'autres élèves ou alors est-ce que tu recommandes plutôt qu'ils s'adressent aux enseignants? Les 2, souvent les élèves en difficulté, ils demandent d'abord de l'aide à leurs camarades, souvent, hein. Qui travaillent en groupe, donc ils vont demander de l'aide à leurs camarades et moi, il y a beaucoup en fait, comme on est dans la phase d'observation, il y a le langage, corporel qui parle énormément et moi je vois à la façon dont le dos est courbé de l'élève, je vois qu'il est en difficulté, je Oui, vois que ça fait 3 minutes qu'il est sur son truc et qu'il sait pas ce qu'il faut faire. Donc c'est ça aussi l'avantage de l'observation, c'est oui, d'aller aussi vers un élève qui n'ait pas besoin de venir vers moi et que je vois ça va pas. que c'est compliqué. Comme on voit très bien un élève qui a lâché, qui est sur Oui, sa chaise, de façon nonchalante qui attend que le et temps qui passe, n'est quoi. pas très motivé pour aujourd'hui. Mmh. OK. Alors, Emeline, je vois que
vous dites que vous avez manqué, le début de la visio et vous vouliez connaître la première étape pour commencer à mettre en place la classe autonome. Donc déjà, sachez que cette, visioconférence va être, mise en ligne, hein. Elle a été enregistrée et vous pourrez la revoir, à l'envi, sur la chaîne YouTube de Hachette Éducation. Est-ce que Juline, en un mot peut-être, la première étape pour mettre en place alors pour la mettre en La, place, la première, est-ce que parmi c'est les la trois première étapes, hein, f oui, est-ce que la c'est la première, c'est le première cours. phase? Alors, les 3 phases, le cours, la vérification, vous voyez sur la droite, qu'on veut, mais il faut respecter les 3 phases. Mais on peut totalement commencer par, le quiz, la phase de vérification. Moi, c'est ce que je fais d'ailleurs dans mes classes. Je fais la vérification sur ce qu'on a fait la fois d'avant. Mmh. Donc on commence par la vérification, ensuite je fais mon cours magistral et ensuite les ateliers. Mais j'ai des professeurs qui aiment faire d'abord les ateliers, puis un quiz, puis le cours. Ou j'ai des professeurs qui font, atelier, cours, quiz. Mais il faut respecter les 3. Mais après vous les faites dans l'ordre que vous voulez. Par contre, j'ai eu récemment une prof que j'avais formée qui m'a dit, j'ai essayé de faire les ateliers et le cours après et c'était compliqué parce que les ateliers, ça crée une émulation, ça crée une Mmh. énergie, ça crée un mouvement et après les calmer pour Oui, revenir sur du cours magistral, c'était pas forcément c'était évident. plus Mais difficile. ça dépend de chaque professeur, de comment vous voulez le faire. Mais par contre, il faut vraiment garder les 3. C'est les 3 qui font que ça s'appelle de la classe autonome. Et bien sûr, je l'ai pas dit, mais c'est pour moi, c'est logique, mais ça l'est pas forcément. La phase de quiz, la phase de vérification, elle est uniquement sur la phase de cours. Puisque des ateliers, ils vont pas être au même point, au même moment, Mmh. puisqu'ils ont 3 Mmh. séances pour tous les faire. Donc vous pouvez pas poser des questions sur ce qui se fait dans les ateliers. On pose des questions uniquement sur ce qu'on a vu dans nos 20 minutes de cours. Voilà, bah, ça rejoint c'est parfaite transition, Nadia qui demande: «Est-ce que vous évaluez les ateliers?» Mais Jamais. voilà, tu as répondu pendant la visio qu'il y avait des interrogations de type classique, devoir sur table, à la À fin la d'un fin, une chapitre. fois que tout le chapitre est fini, mais quand ils sont en train d'apprendre, je ne les évaluais pas. Parce qu'ils sont en train d'apprendre et on a, tendance à vouloir vraiment beaucoup, beaucoup évaluer en France et c'est ce qui plombe certains Ce élèves, qui ça les stresse, beaucoup et donc là, c'est vraiment: «Mais tu es en train d'apprendre, tu as le droit de te tromper, tu as le droit de ne pas avoir mis le drapeau au bon endroit». Il y a ce droit à l'erreur, qui est très important dans les ateliers. Donc non, non, c'est une fois que tout est fini, qu'on a tout vu, qu'ils ont compris, qu'ils vont réviser à la maison, là, on va faire, l'évaluation d'évaluation. écrite. Alors, on avait aussi une question qui se rejoignent, 2 questions. La différence avec la classe mutuelle et la classe flexible. Il y a eu ces 2 questions par rapport à la classe autonome. Est-ce que tu pourrais faire une petite distinction? Alors moi, par exemple, je suis pas une classe, flexible parce que je n'ai pas, différents endroits dans ma classe, avec différents mobiliers qu'on peut avoir dans une classe, flexible. Donc je n'ai pas ça. Donc vous avez vu dans ma classe, ils ont des chaises, des tables, il y a pas un coin plus, lecture, un coin plus vidéo, un coin plus flashcard, un coin plus, drapeau. Tout est vraiment, mélangé. Donc c'est la principale, différence et l'autre, c'est la classe mutuelle. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Donc Peut-être que je ne Sabrina connais pourra pas. Je l'ai nous jamais remettre un entendu, mais je suis curieuse de savoir. un petit message. Voilà, après on a comme question, mais tu y as répondu, mais on va resynthétiser. Est-ce que ce genre de pédagogie peut s'adapter à des élèves de collège jeunes, type 6e, 5e, qui eux manquent énormément d'autonomie? Car vous avez des élèves de CAP et vous avez mentionné des formations pour adultes également et l'enseignement en BTS aussi. Donc, à ton avis, voilà, en collège, Oui. Ça alors, s'adapte à toute matière et tout niveau. comment on Donc gère là, l'autonomie des élèves de oui, 6e, 5e? en fait, ça va être dans les ateliers que vous allez leur donner. Il faut commencer par des ateliers vraiment très simples et des chapitres où il y a pas beaucoup d'ateliers pour que vraiment ils apprennent à travailler comme ça. Mais j'ai une professeure, que j'ai formée au collège d'Annette, qui l'a fait avec des 6e en anglais, heu et ça fonctionne, très bien. Elle avait fait des petites vidéos d'anglais avec des quiz. Elle avait fait un petit pour apprendre, le corps humain. Elle avait fait un petit monstre, avec des drapeaux. Il fallait reposer, les oreilles, le nez, la tête en anglais, bien sûr. J'ai une prof de latin que j'ai formée aussi au collège qui fait des choses extraordinaires en classe autonome avec des jeux, avec des dés pour apprendre les déclinaisons. Donc oui, ça s'adapte vraiment et d'ailleurs, moi, il y a beaucoup, beaucoup de choses
dont je me suis inspirée qui viennent des professeurs de primaire, qui ont vraiment des idées, incroyables. Donc j'ai adapté beaucoup de choses de la maternelle, du primaire pour des élèves adolescents, mais oui, on peut totalement le faire, en 6e. Non, non, c'est pas un problème. Super. Alors pour les 5 dernières minutes de la physio, donc je regarde un petit peu les dernières questions, pour voir si on peut en sélectionner quelques-unes. Donc il y a Sophie, alors Sophie Charles, merci Sophie de nous dire que vous confirmez: «Je suis en classe autonome depuis la rentrée, les élèves ne veulent pas retourner en classe classique». Donc voilà, merci Sophie. Superbe. Jessica qui nous dit: «Arrive-t-il que des élèves, au bout de 3 heures de cours, n'aient pas fini la totalité des ateliers? Et dans ce cas, comment réagissez-vous pour faire en sorte que, ben, malgré tout, ils aient couvert, Oui. Alors c'est assez rare parce qu'en fait, quand on conçoit sa classe autonome, il faut vraiment mettre le bon nombre d'ateliers et la première fois qu'on le fait, on se plante, hein, faut pas se leurrer, c'est on essaye la première fois, mais on essaye, voilà, de pas mettre trop d'ateliers pour que ce soit vraiment faisable. Et si vraiment ils ne finissent pas, ça m'arrive, moi, par exemple, que des élèves qui parlent pas encore très, très bien le français, et ben, ils mettent plus de temps à faire les ateliers. Donc moi, sur mes pochettes, il y a certaines pochettes avec une petite maison dessus et ils savent que ces ateliers-là, ils peuvent les prendre et les faire à la maison. C'est tout ce qui ne nécessite pas de manipulation. C'est par exemple, ce qu'on a vu sur les institutions européennes, c'est une feuille, il y a une vidéo, ils répondent en dessous. mmh, Le classeur de correction, il a été scanné aussi, il est sur internet, sur le site, de l'école, donc ils peuvent totalement, voilà, il y a des ateliers qui peuvent être faits à la maison et moi, je sais que souvent dans ma classe de CAP boulanger, mes mineurs isolés, ils commencent toujours par la manipulation. Ils font tous les exercices de manipulation parce qu'ils savent très bien que s'ils n'ont pas fini, et ben les exercices, ils peuvent les faire à la maison les autres. Donc j'indique, voilà, ça peut être fait à la maison, ça ne peut pas être fait à la maison. super. Mais en vrai, c'est assez rare. Alors, après, c'est sur le temps imparti. C'est-à-dire que, et là, ça va grouper peut-être plusieurs questions. Donc, toi, tu fais ça sur des temps de cours d'1 h 30. Quand on est sur un cours de 55 minutes, est-ce qu'on garde la même proportion de temps Oui. dédié au cours magistral et cetera? Oui, 25, 15, 50 et ça fait volontairement Scholz, Monet, Schumann et cetera à compter. C'est que ça fait pas 100 parce qu'il y a tout le temps informel, hein. Je rentre, je fais l'appel, je demande si tout le monde a bien, sa pièce d'identité pour aller à la sortie, la semaine prochaine et cetera. Donc, ne mettez pas 100 sinon vous allez être frustrés, vous n'y arriverez jamais à le tenir. Donc c'est vraiment 25, 15, 50. Donc si vous avez un cours d'1 heure, c'est 30 minutes d'atelier et c'est, 1/4 d'heure de cours et Et c'est la quand je vous dis que c'est le plus di au début, c'est vraiment le plus difficile. et la question corollaire, c'était: comment évaluer le temps que nécessite un atelier? Du coup, sur le temps imparti. Ouais, C'est donc l'expérience ça peut-être juste, ouais, mais mmh, faut le tester, c'est exactement ça. Moi, mmh, j'avais fait mmh. un atelier dont j'étais super fière, avec plein de petites étiquettes. Il y avait tous les pays de l'Union européenne, il y avait tous les pays dans lesquels il y avait l'euro, d'autres où il y avait leur propre monnaie, il y avait la capitale, il y avait des étiquettes avec, l'année où ils sont rentrés dans l'Union européenne et j'ai vu un élève le faire, 2 le faire, 3 le faire. Le truc, il prenait 50 minutes à faire. C'était trop long et bah, cet atelier n'existe plus aujourd'hui dans la classe autonome. Alors je l'ai gardé, je l'ai mis en atelier bonus. Parce qu'il y a ça aussi, on a posé la question de ceux qui n'ont pas fini, mais il y a ceux qui vont plus vite. Et donc toujours avoir un ou 2 ateliers bonus pour ceux qui ont fini tout au bout de 2 jours et à qui il faut donner quand même de la nourriture, intellectuelle. Donc plutôt prévoir plus d'ateliers que pas assez et ensuite Ah les oui, tester pour le temps imparti, voir ce qu'on est capable de voilà, de il produire. faut il Donc faut il y a quand tester, même mais une il faut phase de 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 test. test. Mais moi, je leur dis, hein, vraiment, je le dis aux élèves, quand j'ai commencé la classe autonome, j'ai dit: «On va essayer quelque chose de nouveau et vous allez me dire». Et je sais que dans les professeurs que je forme, ils le disent vraiment aux élèves: «Voilà, aujourd'hui, on va tester quelque chose, vous me dites ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas». Et ils aiment qu'on leur fasse confiance et qu'on leur dise: «Voilà, nous, on a besoin de votre retour aussi, pour nous dire ce qui va pas, quel atelier va, quel atelier ne va pas, quoi». Mmh. Ouais. Alors peut-être une dernière question, on avait combien d'ateliers mettez-vous en place? Ça, est-ce que c'est la question, au sens, large? Par exemple, peut-être sur un chapitre d'histoire en CAP, voilà, je prends cet exemple-là, mais ça aurait pu être autre chose. On a combien d'ateliers, pour les élèves? Je ne sais pas si c'était le sens de votre question, Nadia, Oui, mais oui,
Alors en fait, moi, quand je construis une classe autonome, là, je suis en train de construire, par exemple, mes BP première année, je prends mon chapitre et je me dis: «OK, combien de temps va durer ce chapitre?» 3 séances, d'accord. Donc j'ai 3 fois 20 minutes de cours et 3 fois 45 minutes d'atelier. 3 fois 45 minutes d'atelier, pour moi, ça fait 10, 11 ateliers max. Et il faut que les ateliers durent pas trop longtemps. C'est-à-dire quand je fais une vidéo avec un quiz, je mets pas 30 questions. J'en mets 12, 3, 15. 4. Ah oui, 12, 15 quand même. Je mets pas un paquet de flashcards avec 50 flashcards. J'en mets, une quinzaine, une vingtaine. De toute façon, vous voyez bien, dès qu'il y a 30 flashcards, pour l'élève, il sort les flashcards, il les pose sur la table, il a envie de courir dans l'autre sens. Donc faut aussi, le faire, étape par étape. Vaut mieux faire 2 ateliers de flashcards avec 15 et 15, plutôt que de lui mettre tout, dans le même. Mais c'est ça, oui, moi, quand je fais 3 séances de 45 minutes, je prévois une dizaine d'ateliers. Après, je sais qu'en collège, parfois, il y a des chapitres, c'est très long, c'est 30 heures de cours pour un thème, par exemple, et là, on peut s'amuser à faire vraiment, beaucoup d'ateliers différents. Mais il faut séquencer, parce que c'est pareil, si vous sortez un plan de travail pour 30 heures, ça va faire 4 pages, l'élève, il va dire, «C'est Ça va quoi lui ce faire truc?» peur. Mmh, 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 mmh. Exactement. Alors ce que je vous propose, parce que en fait, cette visio évidemment vous a beaucoup intéressé et vous avez de nombreuses questions, mais il est déjà 19 heures. On va évidemment prendre soin de répondre à toutes vos questions. Voilà, vous avez dans le fil de conversation, on vous a mis une adresse mail à laquelle vous pouvez envoyer votre question si toutefois nous n'y aurions pas répondu. Heu et puis, bah, voilà, on vous invite, surtout à guetter, et à rester, en veille, hein, parce qu'au printemps 2023, on vous réserve une belle surprise. Hachette Technique va vous aider à mettre en œuvre, cette classe autonome, si cela vous intéresse. Donc, restez attentifs à nos messages, à nos réseaux sociaux et puis on vous remercie vraiment tous très chaleureusement de nous avoir suivis ce soir. Sachez que nous retrouvons Juline le 22 mars à 18 heures pour une, nouvelle visio. Voilà, pour vous parler de notre nouveauté en 2023. Donc n'hésitez pas à vous reconnecter, vous recevrez une invitation par mail, bien sûr. Merci infiniment à vous tous et puis, je vous souhaite une belle classe autonome si vous la mettez en place. Merci, merci Bénédicte et merci à tous les participants. J'espère que ça vous a inspiré, que ça vous a donné envie de tester. Il ne faut pas hésiter à voilà, à tester, à se lancer. En tout cas, moi, tous les professeurs qui l'ont testé ont été vraiment, voilà, ils ont vu en tout cas quelque chose de positif. Voilà. Merci à vous tous. À bientôt.